Imaginez convaincre toute votre cité que la seule façon de survivre est de tout abandonner. Nous ne parlons pas d'une simple évacuation temporaire. Nous parlons de regarder des centaines de milliers de personnes dans les yeux, artisans, philosophes, marchands, vieillards, enfants, et de leur dire que leur foyer, ceux qu'ils ont construits de leurs propres mains, doivent être livrés aux flammes. Que leurs temples, demeures des dieux qui les ont protégés pendant des générations, seront profanés. Que leurs terres, le sol sacré de leurs ancêtres, seront piétinés par un envahisseur. Imaginez leur demander de renoncer à tout ce qui définit leur existence, à l'idée même de patrie en tant que lieu physique, et de tout miser, absolument tout, sur une seule et désespérée bataille en mer. Sur une stratégie qui n'a jamais été tentée auparavant à une telle échelle. C'est une requête qui frise la folie. Un acte de foi aveugle en la parole d'un seul homme face à l'avancée d'une armée imparable, la plus grande que le monde ait jamais connue, menée par un roi qui se croyait un dieu sur terre. Un homme l'a fait, et sa cité, Athènes, l'a écouté. Son nom était Thémistocle, et cette bataille, la bataille de Salamine, n'a pas seulement sauvé la Grèce. Elle a sauvé le germe d'une idée que nous connaissons aujourd'hui comme le monde occidental. Mais c'est ici que l'histoire, comme elle le fait souvent, se tord en une spirale d'ironie si cruelle qu'elle semble extraite d'une tragédie grecque. Car telle est l'énigme qui nous poursuit à travers les siècles. Comment est-il possible que l'architecte de la plus grande victoire navale de l'Antiquité, l'homme qui a stoppé la marée perse et humilié le puissant empire achéménide, ait fini ses jours en exil, proscrit par la cité même qu'il avait sauvée? Et ce n'est pas tout. Comment a-t-il pu mourir au service du fils du roi qu'il avait vaincu? L'esprit qui conçut le salut de la Grèce finit ses jours en planifiant pour son ancien ennemi. C'est l'une des chutes les plus vertigineuses et paradoxales de toute l'histoire. Pour la comprendre, nous devons d'abord comprendre l'homme, Thémistocle d'Athènes. Son nom n'évoquait pas le lignage des grandes familles aristocratiques qui avaient gouverné la cité pendant des siècles. Il n'était pas l'un des leurs. C'était un homme nouveau, un homme politique populiste au sens le plus pur du terme. Son pouvoir n'émanait pas de l'héritage, mais de son étonnante capacité à lire les courants cachés de la politique, et par-dessus tout, à toucher le citoyen ordinaire, le rameur, l'artisan, le marchand. Il était charismatique, rusé jusqu'à la moelle, et possédait une qualité qui le rendait aussi brillant que dangereux, une clairvoyance presque prophétique pour anticiper l'avenir. Tandis que les nobles propriétaires terriens continuaient de penser que le pouvoir d'Athènes résidait dans ses champs d'oliviers et dans ses phalanges d'hoplites, Thémistocle regardait la mer. Il comprit, des décennies avant tout le monde, que l'avenir, la survie et l'hégémonie d'Athènes ne reposaient pas sur ses murailles de pierre, mais sur ce que l'oracle de Delphes appela énigmatiquement ses murs de bois. Alors que d'autres interprétèrent la prophétie comme un signe de fortifier l'acropole, Thémistocle vit la vérité avec une clarté limpide. Les murs de bois étaient les coques des trirèmes. Sa vision était de construire la flotte la plus puissante que la mer Égée ait jamais vue. C'était son obsession, son évangile, et il était prêt à tout pour la concrétiser. Au cours de ce voyage, nous allons démêler la vie de ce génie complexe et contradictoire. Vous découvrirez l'histoire d'un stratège audacieux et prévoyant, dont l'ambition personnelle était inextricablement liée au salut de son peuple. Nous verrons comment sa ruse l'a porté au sommet et comment son arrogance, combinée à l'envie implacable de ses concitoyens, l'a entraîné dans l'une des chutes les plus tragiques de l'histoire. Ce n'est pas seulement la biographie d'un homme, c'est une chronique sur le pouvoir, la guerre et la nature humaine. Et c'est ici que son histoire cesse d'être un simple récit du passé pour devenir un miroir de notre présent. La vie de Thémistocle est une leçon magistrale et intemporelle sur la politique, sur la manière de diriger en temps de crise existentielle et, fondamentalement, sur la terrifiante fragilité de l'opinion publique. Son ascension et sa chute démontrent une vérité dérangeante. Les qualités mêmes qui rendent un dirigeant indispensable en temps de guerre, l'audace, la volonté de briser les règles, la confiance absolue en sa propre vision, peuvent faire de lui une figure insupportable, une menace aux yeux des autres, une fois la paix restaurée. Un chef forgé pour la tempête peut être incapable de naviguer en eau calme. Tout au long de ce récit, vous serez témoin de son incroyable ascension en tant qu'homme politique étranger à l'élite, qui s'est frayé un chemin à coups de coude dans l'arène impitoyable d'Athènes.
Nous approfondirons sa construction visionnaire et presque maniaque de la flotte, financée par l'argent de mines récemment découverte, et contre la volonté de toute la classe dirigeante. Vous revivrez avec nous l'évacuation dramatique et déchirante d'Athènes, le moment où son peuple a dû lui faire aveuglément confiance, tandis qu'il voyait ses foyers brûler à l'horizon. Nous analyserons son chef-d'œuvre de tromperie et de stratégie psychologique lors de la bataille de Salamine, où il manipula alliés comme ennemis pour forcer l'affrontement qu'il savait pouvoir gagner. Et enfin, nous vous accompagnerons dans son chapitre final tragique et déconcertant, son ostracisme, son bannissement et sa mort incroyable au cœur de l'Empire perse. Tout cela nous conduit à une question finale, une question qui résonnait sur les places d'Athènes il y a 2500 ans et qui reste dangereusement pertinente aujourd'hui. Une démocratie peut-elle être sauvée par un homme qu'elle est incapable de supporter une fois le danger passé? L'histoire de Thémistocle nous oblige à nous confronter à cette question. Pour comprendre comment un homme a pu demander à sa cité de s'immoler pour survivre, nous devons voyager jusqu'à ses origines, au terreau qui a forgé son caractère implacable. Thémistocle est né à Athènes, aux alentours de l'an 524 avant Jésus-Christ. Mais il n'est pas né au sommet. Son berceau ne fut pas celui de l'antique aristocratie, les Eupatrides, ces familles au sang bleu dont le pouvoir se mesurait en vastes étendues de terre et en lignées remontant aux héros mythiques eux-mêmes. Son père, Néoclès, appartenait à une famille noble mineure, respectable, mais sans le poids ni l'influence des grandes maisons. Le véritable obstacle, la tâche qui le marquerait aux yeux de l'élite, venait de sa mère. Elle n'était pas athénienne. C'était une femme étrangère, probablement de Thrace ou de Carie. Et dans la structure sociale rigide d'Athènes, cela changeait tout. Cela faisait de lui un autos, un bâtard aux yeux de la loi la plus archaïque et un citoyen de seconde zone dans la pratique. Il ne pouvait hériter de certains biens, et son statut serait toujours remis en question par ceux qui pouvaient se vanter d'une ascendance purement athénienne. Cette exclusion précoce, ce sentiment d'être un perpétuel étranger sur sa propre terre, ne l'a pas écrasé. Au contraire, elle a allumé en lui un feu. Elle a nourri une ambition vorace, une soif de reconnaissance et de pouvoir que les enfants nés dans le privilège ne pourraient jamais comprendre. S'il ne pouvait être accepté par l'ordre ancien, alors il en créerait un nouveau. Et l'outil pour ce faire, ce fut Athènes elle-même qui le lui fournit. Thémistocle grandit et mûrit à l'aube d'une idée révolutionnaire, la démocratie. Les réformes de Clisthène avaient brisé le pouvoir des clans aristocratiques et donné une nouvelle et vertigineuse part de pouvoir aux démos, au peuple. Thémistocle, le marginal, comprit le potentiel de ce nouveau système avant et mieux que quiconque. Il vit que le pouvoir ne coulait plus exclusivement depuis les domaines et les banquets de la noblesse, mais depuis les gradins tumultueux de la Pnyx, la colline où se réunissait l'assemblée. Et plus important encore, il identifia son électorat. Il posa son regard sur les classes les plus humbles, les têtes. C'étaient les citoyens sans terre, les journaliers, ceux qui ne pouvaient pas s'offrir le lourd bouclier de bronze, le casque et les cnémides d'un soldat d'infanterie, d'un hoplite. C'était la classe que l'aristocratie terrienne avait toujours méprisée et ignorée. Mais Thémistocle vit en eux non seulement une masse d'électeurs, mais la force vitale de sa grande vision. Ils ne pouvaient être soldats sur terre, mais leurs bras puissants et leur dos étaient parfaits pour tirer sur les rames d'une trirème. Il leur donna une voie, un but et la promesse que leur avenir et celui d'Athènes n'étaient pas liés à la poussière des champs, mais au sel de la mer. Mais ce chemin vers le pouvoir n'était pas dégagé. Face à lui se dressait une figure qui était son antithèse en tout point. Son grand rival politique, l'homme dont le nom définirait l'autre face de la médaille athénienne, Aristide. Si Thémistocle était le radical, le charismatique et l'imprévisible, Aristide était l'incarnation de la vertu traditionnelle. On l'appelait le juste, et sa réputation d'intégrité incorruptible était légendaire. Aristide représentait tout ce que Thémistocle n'était pas. Les valeurs conservatrices, le pouvoir des anciens propriétaires terriens, la foi aveugle en la suprématie de la phalange hoplitique, ce mur de boucliers et de lances qui avait été le pilier de la puissance militaire grecque pendant des générations. Leur affrontement fut une bataille pour l'âme d'Athènes. Ce n'était pas une simple querelle politique, c'était le choc de deux avenirs possibles,
Aristide regardait vers le passé et la terre, défendant un modèle de cité-État agraire, défensive et centrée sur elle-même. Thémistocle regardait vers l'horizon et la mer, plaidant pour un avenir commercial, expansionniste et audacieux, mu par la puissance navale. Pendant près d'une décennie, la politique athénienne tourna autour de l'orbite de ces deux titans, jusqu'à ce qu'un coup de chance, un cadeau inespéré des profondeurs de la terre, ne force l'affrontement final. En l'an 483 avant Jésus-Christ, dans les mines d'État du Laurion, les mineurs firent une découverte qui allait changer l'histoire. Ils découvrirent un nouveau et massif filon d'argent. Ce n'était pas un filon ordinaire, c'était une fortune colossale, un trésor tombé littéralement du ciel dans les coffres de l'État athénien. La coutume et la loi en pareil cas étaient claires et surtout immensément populaires. Le butin devait être réparti à parts égales entre tous les citoyens. Pour un Athénien moyen, cela signifiait une petite fortune inattendue, suffisante pour améliorer substantiellement sa vie. À l'Assemblée, le débat fut immédiat et féroce. Aristide le Juste, fidèle à sa nature et à la tradition, proposa ce que tout le monde attendait, le partage de l'argent. C'était l'option logique, celle qui garantissait le bonheur du peuple et celle qu'on avait toujours appliquée. Cela semblait être une décision incontestable. Mais alors, Thémistocle se leva. Et ce qu'il proposa fut si radical, si incroyablement impopulaire, que la majorité dut penser qu'il avait perdu l'esprit. Il soutint que l'État ne devait pas distribuer un seul drachme. Il défendit que toute cette fortune, jusqu'à la dernière pièce d'argent, devait être consacrée à un unique et monumental objectif, la construction de la plus grande flotte que le monde grec ait jamais vue. 200 trirèmes, une armada capable de dominer la mer Égée. Son génie politique brilla à cet instant d'une lumière aveuglante. Il savait qu'avertir de la lointaine menace perse ne suffirait pas. La bataille de Marathon avait eu lieu 10 ans auparavant, et de nombreux Athéniens, dans leur complaisance, croyaient que les Perses ne reviendraient jamais. Parler d'un danger lointain et abstrait ne convaincrait personne de renoncer à son argent. Alors Thémistocle, dans un chef-d'œuvre de persuasion et de manipulation, mentionna à peine la Perse. À la place, il concentra toute sa rhétorique sur un ennemi bien plus proche, plus tangible et plus haï, l'île rivale d'Égine. Égine et Athènes étaient engagées depuis des années dans une guerre commerciale et militaire intermittente. La haine était profonde et personnelle. Thémistocle attisa les flammes de cette rivalité, arguant que sans une flotte écrasante, les Éginettes resteraient toujours un poignard dans le flanc d'Athènes, menaçant son commerce et sa sécurité. Il utilisa la peur et la haine envers leurs voisins pour atteindre son véritable objectif stratégique, préparer Athènes contre le monstre qui, il le savait, reviendrait inévitablement rôder depuis l'Est. L'Assemblée, entraînée par sa logique implacable et son charisme déferlant, vota en sa faveur. Aristide fut vaincu et même, peu après, condamné à l'ostracisme. Ce fut la plus grande victoire de Thémistocle, une victoire stratégique remportée sur la Pnyx, avec des mots pour armes, bien avant qu'une seule flèche ne soit tirée ou qu'un seul navire ne soit coulé. Il avait obtenu sa flotte. Il avait infléchi le destin d'Athènes à jamais, la mettant en route pour son rendez-vous inévitable avec l'Empire perse. Ces 200 trirèmes ne furent pas construites pour défiler dans des festivals. La vision de Thémistocle, ridiculisée par beaucoup et obtenue par la ruse politique, était sur le point de faire face à son épreuve ultime. Car le monstre de l'Est, tel qu'il l'avait prophétisé, se réveilla. En l'an 480 avant Jésus-Christ, Xerxès, le roi des rois, fils de Darius, mobilisa les forces de l'Empire perse pour venger la défaite de son père à Marathon et pour écraser une bonne fois pour toutes l'insolence des cités-États grecques. Il est presque impossible pour notre esprit moderne de concevoir l'ampleur de ce qui se mit en marche. Ce n'était pas une armée, c'était un continent en mouvement. Des centaines de milliers de soldats de douzaines de nations soumises, un océan d'hommes et de bêtes qui avançaient par la terre, tandis qu'en mer, une flotte de plus de 1200 navires, une armada qui éclipsait toute autre existante, suivait la côte. Le plan de Xerxès n'était pas la victoire, c'était l'extermination. Effacer l'idée même de la Grèce de la carte. Face à cette marée humaine, la résistance sur terre, bien qu'héroïque, était mathématiquement impossible.
La courageuse résistance des 300 Spartiates aux Thermopyles fut un exploit pour l'éternité, mais elle ne servit qu'à acheter un temps précieux. Après avoir brisé cette ligne, le cœur de la Grèce était exposé. Et le prochain objectif sur la liste de Xerxès était la cité qu'il haïssait le plus, Athènes. C'est ici que Thémistocle présente sa stratégie finale, une proposition si audacieuse, si terrifiante, qu'elle fait passer son débat sur les mines du Laurion pour un jeu d'enfant. L'armée perse étant aux portes, il réunit l'assemblée et leur dit la vérité la plus dure qu'un peuple puisse entendre. Athènes ne pouvait être défendue. Combattre sur ses murailles était un suicide. La cité, avec son acropole, ses foyers, son histoire, devait être livrée. Il proposa un plan impensable. L'évacuation totale. Chaque homme, femme et enfant devait abandonner son foyer et être transporté sur l'île voisine de Salamine et dans la cité de Trézène. La cité d'Athènes, le symbole de leur identité, serait une coquille vide offerte à la fureur de Xerxès pour qu'il la pille et la brûle. Toute leur foi, tout leur espoir de survie devait être placé en une seule chose, les murs de bois, la flotte. Le seul espoir était la mer. L'abandon de la cité était le prix à payer pour attirer l'armada perse dans une bataille décisive dans les eaux que lui et lui seul avaient choisies. Imaginez le silence qui dut suivre ces paroles. L'acceptation de ce plan fut le plus grand acte de confiance d'un peuple envers son chef de toute l'histoire antique. Ils voyaient au loin la fumée des villages incendiés, et pourtant, ils montèrent sur les navires, laissant derrière eux tout ce qu'ils connaissaient, observant leur cité bien-aimée devenir déserte, attendant l'arrivée inévitable des torches perses. Mais le chef-d'œuvre de Thémistocle était encore à venir. Tandis que les Athéniens devenaient des réfugiés et voyaient leur cité brûler depuis la côte de Salamine, la panique commença à se répandre au sein de l'alliance grecque. Les commandants des autres cités, en particulier les Spartiates et les Corinthiens, étaient terrorisés. Ils voyaient l'immense flotte perse ancrée dans la baie de Phalère, et leur instinct leur hurlait de battre en retraite. Leur plan était de fuir Salamine, de naviguer vers le sud et d'établir une ligne défensive sur l'isthme de Corinthe, abandonnant la flotte athénienne et son peuple à une annihilation certaine. L'alliance était sur le point de se briser. Thémistocle supplia, raisonna, menaça. Mais la peur est un ennemi plus rapide que n'importe quelle flotte. Voyant qu'il perdait la discussion et que le salut de la Grèce lui glissait entre les doigts, il prit la décision la plus risquée de sa vie. Il eut recours à la ruse. Une ruse si brillante et si dangereuse qu'elle allait sceller sa légende à jamais. Dans le secret le plus absolu, au milieu de la nuit, il appela son esclave le plus loyal et pédagogue de ses enfants, un homme nommé Sithinos. Il lui confia un message et l'envoya dans une petite barque, ramant droit vers le camp perse. Sithinos se présenta devant les commandants de Xerxès et leur remit le message de Thémistocle, se présentant comme un déserteur sympathisant de la cause perse. Le message était une œuvre d'art de la manipulation psychologique. Il disait que Thémistocle, en secret, désirait la victoire perse, et qu'il avertissait Xerxès que les Grecs, en proie à la panique, étaient sur le point de fuir à la faveur de l'obscurité. Si le grand roi agissait maintenant, il pouvait bloquer les sorties du détroit de Salamine, piéger toute la flotte grecque dans un filet mortel et l'anéantir en une seule et glorieuse bataille. Xerxès, arrogant et désireux de porter le coup de grâce, mordit à l'hameçon. C'était exactement ce qu'il voulait entendre. Immédiatement, il donna l'ordre. Son immense flotte se mobilisa, envoyant des escadres bloquer les deux sorties du détroit, et maintenant le reste de l'armada, en alerte maximale toute la nuit, rameurs à leur poste, prêts à attaquer à l'aube. Le piège, supposément pour les Grecs, était tendu. Mais le véritable piège était pour Xerxès. Tandis que ces rameurs épuisés luttaient contre les courants dans l'obscurité, les Grecs se reposaient. À l'aube, lorsque la flotte perse, fatiguée et entassée, entra dans le détroit pour anéantir les prétendus fuyards, elle se heurta à une vision infernale. La flotte grecque, fraîche et en parfait ordre de bataille, n'était pas en train de fuir. Elle les attendait. La bataille de Salamine avait commencé. Dans les eaux étroites, la supériorité numérique perse devint sa plus grande faiblesse. Leurs navires, plus grands et moins manœuvrables, se gênèrent mutuellement, s'entrechoquant dans le chaos.
Les agiles trirèmes grecs, plus petites et plus rapides, éperonnaient depuis les flancs, brisant leurs rames et perforant leurs coques. Les Grecs combattaient avec la fureur d'hommes, défendant leur propre existence, sous les yeux terrorisés de leurs épouses et de leurs enfants qui observaient depuis les collines de Salamine. Xerxès, assis sur un trône doré sur le flanc d'une montagne pour assister à son triomphe, contempla au lieu de cela, avec horreur, le massacre de son invincible armada. Ce fut une victoire totale, absolue et sans équivoque. La puissance navale de la Perse était détruite. Avec ses lignes de ravitaillement coupées et sa flotte en ruine, la grande invasion était de fait vouée à l'échec. Thémistocle, l'homme nouveau, le populiste, le stratège, avait trompé un empire et sauvé la Grèce. Et avec elle, il avait sauvé l'avenir de la démocratie, de la philosophie, du théâtre, les germes de ce que nous appelons aujourd'hui la civilisation occidentale. Après Salamine, Thémistocle n'était pas seulement un héros, il était le sauveur. Son nom était sur toutes les lèvres, du plus humble paysan de l'Attique jusqu'au roi de Sparte. Lors des Jeux olympiques qui suivirent la victoire, on raconte que lorsqu'il entra dans le stade, personne ne prêta attention aux athlètes. Tout le public se tourna pour le regarder, le montrant du doigt, murmurant son nom avec un mélange d'étonnement et de révérence. Il avait atteint le sommet du monde. Mais la même marée qui élève un homme au rang d'un dieu peut l'entraîner dans l'abîme avec la même facilité. Et au sommet de cette vague de gloire, Thémistocle commença à montrer les symptômes de la maladie la plus dangereuse pour un chef grec. L'hybris, l'arrogance démesurée. Il commença à agir non pas comme le premier citoyen d'une démocratie, mais comme son propriétaire. Il se vantait ouvertement de ses exploits, rappelant à Athènes que c'était lui qui l'avait sauvé. On dit qu'il construisit un sanctuaire près de sa maison dédié à Artémis Aristoboulé, celle qui donne le bon conseil. Un rappel fort peu subtil que son conseil avait été le meilleur. L'homme qui avait compris le peuple mieux que quiconque commençait à s'élever au-dessus de lui. Son audace et son mépris des règles ne tardèrent pas à se manifester à nouveau. L'encre du traité de paix n'était pas encore sèche qu'il planifiait déjà sa prochaine ruse, cette fois contre ses propres alliés. Sparte, toujours méfiante face à la puissance croissante d'Athènes, exigea qu'ils ne reconstruisent pas les murailles que les Perses avaient abattues. Une Athènes sans défense serait une Athènes dépendante de la protection de l'armée spartiate. Thémistocle accepta de négocier et se rendit lui-même à Sparte en tant qu'ambassadeur, mais c'était une farce. Tandis qu'il amusait les magistrats spartiates avec des excuses, des prétextes et des retards diplomatiques, à Athènes se déroulait une scène frénétique. Suivant ses instructions secrètes, toute la population, hommes, femmes et enfants, travaillait jour et nuit sans relâche. Ils utilisèrent les pierres des maisons et des temples en ruine pour élever à une vitesse vertigineuse les nouvelles murailles de la cité. Lorsque les Spartiates, finalement frustrés par ces faux fuyants, envoyèrent des espions, il était déjà trop tard. Les murailles étaient suffisamment hautes pour défendre la cité. Thémistocle avoua sa tromperie avec un sourire moqueur. Il avait assuré l'indépendance d'Athènes, mais il avait aussi semé une profonde graine de méfiance et de fureur dans le cœur de Sparte. La démocratie athénienne était une bête étrange et jalouse. Elle avait créé Thémistocle, et maintenant elle s'apprêtait à le dévorer. Son pouvoir, son arrogance et la propagande incessante de ses rivaux aristocratiques, qui ne lui pardonnèrent jamais son ascension, commencèrent à empoisonner l'opinion publique. Le peuple, désormais en sécurité derrière ses nouvelles murailles et avec la flotte dominant léger, commença à voir son sauveur non pas comme un protecteur, mais comme une menace potentielle pour la démocratie elle-même. Il craignait qu'un homme accumulant tant de pouvoir et de gloire ne pût aspirer à devenir un tyran. Et ainsi, autour de l'an 472 avant Jésus-Christ, ses concitoyens eurent recours à l'un de leurs outils politiques les plus singuliers et cruels, l'ostracisme. Lors d'une votation massive, chaque citoyen qui le souhaitait gravait un nom sur un tesson de poterie, un ostrakon. Si un homme recevait plus de 6000 votes, il était banni de la cité pour 10 ans. Ce n'était pas un procès pénal, mais c'était une sentence politique mortelle. Chaque tesson de poterie portant le nom Thémistocle était un vote qui disait « Nous t'admirons pour nous avoir sauvés, mais nous te craignons trop pour te laisser vivre parmi nous. » L'architecte de la victoire fut expulsé de sa propre cité.
L'exil ne fut que le début de sa chute. Pendant qu'il vivait à Argos, ses ennemis à Athènes, encouragés et alimentés en preuve par la vindicative Sparte, ne s'arrêtèrent pas. Ils donnèrent le coup de grâce. Ils l'accusèrent du pire crime qu'un Grec put commettre, le médisme, la conspiration avec les Perses. L'accusation même, dont il s'était servi pour sa ruse à Salamine, était maintenant utilisée comme une arme pour le détruire. Ce fut une farce judiciaire, mais elle fut efficace. L'homme qui sauva la Grèce de l'Empire perse fut condamné à mort par contumace pour trahison en faveur de la Perse. La sentence de mort fit de lui un homme traqué. Le héros de la Grèce ne trouvait désormais plus un seul recoin où se cacher. Des agents d'Athènes et de Sparte le pourchassaient à travers tout le Péloponnèse. Il devint un fugitif errant, dépendant de la pitié d'anciens contacts, toujours avec une longueur d'avance sur ses poursuivants. Sa situation était désespérée. Et dans ce désespoir, il conçut la solution la plus audacieuse, la plus ironique et la plus incroyable de sa vie. Si la Grèce voulait le tuer, il n'y avait qu'un seul endroit au monde assez puissant pour le protéger. Son seul refuge sûr était la cour de son plus grand ennemi, l'Empire perse. Imaginez la scène. Thémistocle, l'homme dont le nom était synonyme de la plus grande humiliation de la Perse, se présente en Asie mineure devant les gouverneurs du grand roi. Après un dangereux voyage, il obtient une audience avec le monarque Artaxerxès Ier, le fils de ce même Xerxès qu'il avait anéanti à Salamine. C'est un retournement de situation si extraordinaire qu'il défie la fiction. Il se prosterna devant le trône et, selon la légende, prononça un discours qui est le testament final de son génie. Il ne supplia pas, il argumenta, il se présenta comme la personnification du mal qu'un seul ennemi brillant pouvait infliger à la Perse, et il leur offrit ce même génie pour qu'il travaille en leur faveur. Artaxerxès, au lieu de l'exécuter sur le champ, fit preuve d'une incroyable clairvoyance. Il vit la valeur de l'homme qu'il avait devant lui. Peut-être par admiration pour son audace ou par pur pragmatisme, le grand roi non seulement lui laissa la vie sauve, mais il l'accueillit avec les honneurs. Il lui accorda le gouvernement de plusieurs riches cités d'Asie mineure, Magnésie, Lampsaque et Myonte, qui lui assurèrent une immense fortune. Et c'est ainsi que s'accomplit le paradoxe final. Le sauveur de la Grèce, le champion de la démocratie, vécut ces dernières années comme un sujet prospère, respecté et puissant du roi de Perse. Il mourut autour de l'an 459 avant Jésus-Christ, loin de l'Athènes qu'il avait tant aimée et qu'il avait si cruellement rejetée. Sur sa mort, les Grecs tissèrent une dernière légende, une histoire poétique et probablement fausse, mais qui révèle leur tentative désespérée de réclamer l'âme de leur héros. Ils racontent que, lorsque le roi perse lui demanda de mener une expédition militaire contre la Grèce, Thémistocle, incapable de lever les armes contre sa patrie, se suicida en buvant une coupe de sang de taureau, un poison rituel. Une mort noble pour racheter une vie inconciliable. La vie d'un homme dont le génie sauva son monde, mais dont la grandeur devint trop lourde à porter pour ce même monde. Alors, comment l'histoire juge-t-elle cet homme de contradiction? Quelle est la place de Thémistocle sur la grande toile de l'histoire, une fois que nous séparons le mythe de l'homme? Son héritage est aussi complexe et à double tranchant que le fut sa vie. Dans la colonne de ses réalisations, les jalons sont indéniables et monumentaux. On le reconnaît, à juste titre, comme le père de la thalassocratie athénienne, l'empire de la mer. Ce fut sa vision, son obsession, qui transforma Athènes, d'une puissance terrestre de second rang, en maîtresse de léger. Il est le génie stratégique indiscutable de Salamine, l'homme dont l'esprit sauva le monde grec. Et sans l'ombre d'un doute, il fut l'un des hommes politiques les plus influents et déterminants de l'histoire de la démocratie athénienne. Un maître dans l'art de naviguer ces eaux tumultueuses. Sa figure représente des vérités intemporelles sur le pouvoir et le leadership. Il incarne l'importance vitale de la vision stratégique à long terme, la capacité de voir l'avenir alors que d'autres ne regardent que le présent. Il démontre le pouvoir quasi illimité de la persuasion dans une démocratie. L'habileté de mobiliser un peuple entier par la force d'une idée. Mais par-dessus tout, sa vie est le récit de la tragédie du héros. L'histoire d'un homme extraordinaire qui est abattu, non pas par ses ennemis extérieurs, mais par l'envie et la peur que sa propre grandeur engendre au cœur de son peuple. Son héritage reste ouvert au débat, et c'est dans ces questions que réside son éternelle fascination.
Sa chute fut-elle le résultat inévitable de sa propre arrogance démesurée, de son hybris? Ou fut-il la victime de l'ingratitude de la démocratie athénienne? Un système qui, dans sa peur de l'excellence individuelle, dévora son plus brillant enfant? Fut-il réellement un traître à la fin de ses jours? Ou fut-il simplement un homme pragmatique et acculé, cherchant à survivre de la seule manière qui lui restait, en acceptant la protection du seul pouvoir sur Terre, qui ne voulait pas sa mort? Il n'y a pas de réponse facile. Ce qui est incontestable, c'est son impact durable. Sa vision d'une puissance navale n'a pas seulement sauvé Athènes de l'anéantissement, mais elle a jeté les bases du demi-siècle d'or qui suivit, l'ère de Périclès, le Parthénon et la naissance de la philosophie occidentale. Sa stratégie à Salamine n'est pas seulement une anecdote antique, c'est une leçon de manuel sur la stratégie, la désinformation et la guerre asymétrique qui est encore étudiée aujourd'hui dans les académies militaires du monde entier. En fin de compte, sa vie est l'archétype parfait de la tragédie grecque. Un homme d'une grandeur titanesque, qui n'est pas abattu par un simple ennemi, mais par une tempête parfaite créée par ses propres et indéniables défauts, l'envie des autres et les cruels caprices du destin. L'histoire de Thémistocle nous oblige à nous poser des questions inconfortables sur la nature du pouvoir, du leadership et de la société. Et maintenant, nous voulons connaître votre opinion. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez Thémistocle? Son incroyable vision pour créer la flotte à partir de rien? Sa géniale et audacieuse ruse lors de la bataille de Salamine? Ou sa fin tragique et paradoxale au service des Perses? Fut-il un héros trahi par son peuple ou un homme dont l'arrogance provoqua sa propre chute méritée? Laissez votre opinion dans les commentaires. Nous adorerions lire votre verdict sur l'une des figures les plus complexes et fascinantes de l'histoire. Et si ces histoires des figures légendaires qui ont forgé notre monde vous passionnent, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochain voyage dans le passé.